Merci donc pour cette invitation à parler de la chaîne de l'espoir. Et si espoir il y a, c'est effectivement dans le projet d'enfant des uns et des autres, encore qu'on puisse vivre sans enfant, c'est certain, il faut le réaffirmer d'ailleurs. On n'a pas un droit à l'enfant, mais on peut avoir un désir d'enfant. Et ce qui est intéressant, là où on est ici, c'est de voir que ce désir d'enfant est dans le monde entier, quelles que soient les situations des pays et du renouvellement de la natalité. J'ai envie de dire qu'on a envie de penser que toutes ces techniques dont nous parlons, toutes ces ouvertures sociétales sur lesquelles nous allons dire deux mots, ne sont valables que dans la vieille Europe. En fait, c'est pas vrai du tout. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a maintenant, il n'y a pas un pays au monde où il n'y a pas des centres de fécondation in vitro, que ce soit la Mauritanie au Ghana, en passant par le Vietnam, la Jordanie, où il y a 17 centres en Jordanie, la Chine, où il y en a 250 et qui va bientôt doubler, bien entendu. Voilà, nous sommes donc devant un phénomène mondial parce que lorsqu'une femme, un couple, mais disons une femme surtout, n'a pas d'enfant et qu'elle le souhaite, elle est dans beaucoup de pays déconsidérée, elle n'est même pas nommée, puisque souvent donc on dit mère de un tel, et le fait de ne pas avoir un tel ou une telle fait qu'on ne lui parle pas, et qu'elle est progressivement exclue du cercle intime, puis de la famille, puis du clan, puis etc. Donc énormément de souffrance, et donc répondre à cette demande est quelque chose qui ne nécessite pas forcément les dernières combinaisons de la filiation que nous allons discuter, mais c'est une préoccupation en tous les cas générale. Et on a envie de dire, avant de se lancer encore une fois dans toutes ces techniques, faisons attention à l'information de comment se font des enfants. C'est idiot de le dire, mais c'est vrai. Ça reste quelque chose qui est aussi mystérieux et aussi nécessaire à comprendre. Et surtout, j'ai envie de dire, des facteurs qui peuvent altérer cette fertilité, comme le tabac, comme la nutrition, comme le stress, je dirais, et beaucoup d'autres dans l'environnement. Donc un lien entre l'environnement, fertilité, et puis ce phénomène qui est aussi un phénomène mondial, qui est ce recul de l'âge de la première grossesse, puisque aujourd'hui, vous le savez, en France, on est autour de 30 ans pour le premier enfant. Donc en quelques années, les choses se sont décalées. Et comme la vie sociale aussi a changé, et qu'on est donc dans des recombinaisons très rapides de couples, eh bien on arrive à l'âge fatidique, autour de 38-40 ans, où on commence à avoir de véritables difficultés qui s'installent sur le projet d'enfant. Donc une demande de plus en plus tardive, c'est ce que nous constatons, et une médecine qui certes a fait des progrès, mais quand même ne répond pas à cette demande, parce qu'il y a tout un tas d'inconnus. Alors, aujourd'hui, vous savez, on a beaucoup parlé des cellules souches, vous en avez entendu parler, et on a cru, par exemple, que pour la femme, eh bien, dans l'ovaire, c'est une chose donnée une fois pour toutes. À la naissance, il y a 1 million, 2 millions de follicules qui vont décroître progressivement. Et il n'est pas impossible, somme toute, d'après les derniers travaux, qu'il y ait des cellules souches à l'intérieur des ovaires et qu'il y ait une possibilité de régénérer la fonction ovarienne. Il y a aussi d'autres voies plus métaboliques qui pourraient faire penser que dans l'ovulation classique, chaque cycle, mesdames, vous démarrez 5 ou 6 follicules, et puis il y en a 5 qui s'arrêtent et un qui va continuer jusqu'à l'ovulation. Il a donc une possibilité de maintenir cette poussée, je dirais, de follicules. Donc vous voyez, il y a des recherches scientifiques, mais comme toujours, la question de fond, c'est mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut exactement? Alors c'est vrai que la ménopause est quelque chose qui est égal sous tous les pays, sous tous les climats, je dirais, qui est autour de 52-54 ans. Veut-on aller vers des grossesses extrêmement tardives, ce qui est possible, puisque par la fécondation in vitro, sur laquelle je vais revenir, quand vous avez un embryon au laboratoire et que vous le mettez dans un utérus, quel que soit son âge, donc 70 ans, pourquoi pas, c'est une reconversion pour les mamies, elles peuvent porter des embryons qui vont devenir des enfants. Donc l'utérus, lui, n'a pas d'âge. Les ovaires, par contre, en ont, des fois de façon dramatique et des fois de façon prématurée, bien entendu. Alors, comment nous sommes partis sur la fécondation in vitro? Eh bien, il faut resituer le climat, c'est-à-dire nous sommes post-68, libération sexuelle.
pas de prévention, pas de campagne préservatif, diffusion des MST qui était majeure. C'est-à-dire que pour ceux qui ont été dans les hôpitaux, vous savez que les gardes d'obstétrique, il n'y avait pas une fois où il n'y avait pas une garde, il n'y avait pas une salpingite, c'est-à-dire une inflammation des trompes et du pus dans le ventre lié à ces infections. Aujourd'hui, ça a heureusement disparu, mais à l'époque, donc on avait beaucoup d'infections et les séquelles des infections, c'était les trompes qui étaient bouchées. Alors, malgré les doigtés extraordinaires de certains d'entre nous, pour essayer de déboucher au microscope ces trompes, cela a été un échec, parce que si vous avez un tuyau qui est complètement, je dirais, englué, c'est pas en débouchant l'extrémité que vous allez résoudre le problème. Donc, échec. Et à ce moment-là, ce qui avait été pensé par la voie de biologistes, en particulier en France, par des biologistes français, mais aussi, bien sûr, aux États-Unis, en Angleterre, pardon, avec Bob Edwards, c'était la possibilité de faire rencontrer le spermatozoïde et l'ovule, donc qui est sécrété chaque mois dans le cycle ovarien, à l'extérieur, d'où le terme de fécondation in vitro, puisqu'on fait la rencontre à l'extérieur. Et une fois qu'on a l'embryon qui se développe, donc on a commencé à le faire chez la lapine, chez l'animal d'abord, et puis donc Bob Edwards, qui a eu le prix Nobel, comme vous le savez, a tout de suite pensé à le transmettre chez l'homme, chez l'humain. Avec quand même quelque chose de remarquable, il a commencé en 65, et la naissance de Louise Brown, c'est 78. Donc 13 ans de longs et difficiles travaux dans une ambiance totalement survoltée, parce que c'était une transgression. Pourquoi c'était une transgression? Parce que c'était la façon de voir ce qui n'était pas visible, c'est-à-dire le début de la vie, et c'était manipuler ce qui était intouchable, c'est-à-dire le début de la vie. Donc véritablement une transgression. Et donc une opposition, parce que, je dirais, toutes les nouveautés et tout ce qui peut bouger l'ordre établi est souvent vécu comme quelque chose de dangereux. Et tout de suite, on a vu cette espèce de conflit entre ce qui est possible de faire et ce qui mérite d'être fait ou pas d'être fait, donc une réflexion. Au point qu'à la naissance d'Amandine, donc la première en France, en février 82, tout de suite après, il y a eu la création du Comité national d'éthique par François Mitterrand pour bien signifier qu'il y avait effectivement des réflexions à faire. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, vous avez entendu aujourd'hui ou demain ou cette semaine, là, ça va fuser, ça va revenir en permanence. Le Comité national d'éthique est sollicité pour répondre aux questions sur l'élargissement éventuel des formes sociétales, mais pas uniquement des formes sociétales, sur tous les problèmes que pose la PMA. Et on va peut-être, à mes yeux en tous les cas, d'une réponse un peu précipitée autour de la discussion sur le mariage pour tous, un report au mois de mars sur la loi sur la famille, et maintenant report à la fin de l'année, au moins, avec une réflexion un petit peu plus prononcée sur l'ensemble des problèmes que pose la PMA aujourd'hui. Donc je disais qu'au début, c'était assez simple, hein. C'était surtout des pathologies tubaires. Donc après des grossesses extra-utérines, après des infections tubaires, on n'arrivait pas à les réparer et donc féconder à l'extérieur et replacer dans l'utérus, ce qui, de façon assez paradoxale, donc fonctionne de temps en temps. Et puis on est arrivé avec ce phénomène assez incroyable qui est la congélation. Tu mentionnais effectivement 86, c'est 84 dans le monde et 86 en France, la possibilité de congeler des embryons. C'est quand même assez extraordinaire, si vous voulez bien vous pencher 2 secondes là-dessus, cette suspension dans le temps, où vous avez des embryons humains qui attendent, qui sont formés et qui vont attendre pour reprendre leur activité, qu'on veuille bien les décongeler. Et c'est quelque chose qui, plus est, fonctionne. Et ça donne des bébés que vous ne reconnaissez pas, ils n'ont pas findus ici, ils n'ont pas... il n'y a rien de marqué, et ils sont comme les autres. Donc cette première suspension du temps a commencé à faire dériver sur la science-fiction. Parce que si vous avez plusieurs embryons, vous pouvez être enceinte du frais, vous savez, c'est comme la blague, les œufs cassés, les œufs frais et les œufs pas cassés. Donc là, vous avez des embryons, et puis vous pouvez congeler les autres, et à la limite, imaginez que la fille à laquelle vous allez donner naissance, peut-être dans 20 ans, peut porter les embryons qui sont congelés 20 ans auparavant. Donc une espèce de confusion de la filiation.
Et c'est bien ça le point central de réflexion, c'est que on a une possibilité de modifier les problèmes de filiation comme jamais on a eu. Alors jamais, c'est pas vrai, parce que dans le monde, quand on regarde les travaux des anthropologues, on voit bien que le mode de filiation que l'on connaît est complètement différent dans d'autres sociétés, et que c'est très intéressant d'ouvrir les yeux et de ne pas avoir le modèle classique. Mais néanmoins, je dirais, par cette possibilité de faire intervenir des gamètes étrangers au couple, soit le don de sperme, soit le don d'ovule, on se rend compte que finalement, la femme peut porter un enfant, toujours à moitié d'un autre, puisque l'homme est automatiquement l'autre, mais, chose absolument extraordinaire, aussi de l'ovule d'une autre. C'est-à-dire que si on met un embryon qui n'a rien à voir avec la femme, il n'y a pas de rejet. Il y a une tolérance qui fait que l'embryon va s'implanter. Et la première césarienne que j'avais faite chez une femme qui n'avait pas d'ovaire, voilà, pour un gynécologue, c'est quand même assez étonnant, n'est-ce pas? Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un phénomène incroyable, c'est qu'un embryon peut s'implanter, donner lieu à un enfant, même s'il n'est pas originaire du corps qui va le porter. Du coup, effectivement, non seulement il y a la congélation, mais il y a le don d'ovocytes, c'est-à-dire la possibilité donc de recevoir un ovocyte d'une autre femme pour suppléer à son propre manque. Alors bien entendu, là on rejoint les problèmes de filiation, c'est-à-dire que c'est clair que sur le plan génétique, la femme qui va porter un embryon à moitié de son conjoint, ça c'est comme toujours, mais à moitié d'une autre femme, je dirais, va être dissociée sur le plan social et sur le plan génétique. Si bien qu'aujourd'hui, un enfant qui naît pourrait avoir trois mères, la mère qui donne l'ovocyte, la femme qui donne l'ovocyte, la femme qui va porter cette gestation et la femme qui va l'élever. Il pourrait avoir trois mères, trois femmes différentes. En termes de masculinité, l'homme qui va donner le sperme peut être différent de celui qui va élever l'enfant, bien entendu, et je ne parle pas des pères spirituels qui foisonnent. Donc ça fait beaucoup de monde, je dirais, autour de la naissance d'un enfant. Plus les familles recomposées, on est effectivement dans un éclatement qui perturbe, bien entendu, qui perturbe et qui mérite effectivement qu'on revienne peut-être sur des fondamentaux, en tous les cas des points d'accroche pour savoir qu'est-ce que l'on fait exactement. Et puis, on a avancé scientifiquement, au sens où on savait congeler du sperme. Donc, c'est les banques de sperme qui peuvent être utilisées. Alors, anonyme, pas anonyme, ça c'est un débat de société justement qui va avec. Mais on ne savait pas bien congeler des ovocytes, c'est-à-dire les ovules. Parce que ça marchait pas, tout simplement. Il y a eu des essais qui ont été faits, mais ça marchait pas bien. Et puis, il y a une nouvelle technique qui vient du Japon, parce que si on est dans un domaine de mondialisation extrême, c'est bien celui-là. Nous avons 3 congrès internationaux par an, et tout ce qui se fait n'importe où, je veux dire, on le sait. Donc, très vite, on a su que les Japonais avaient découvert une autre technique de congélation qu'on appelle la vitrification, qui consiste à prendre l'ovule, et au lieu de descendre par palier jusqu'à l'azote liquide, eh bien, on jump, et on va directement dans l'azote liquide d'un seul coup, ça le saisit complètement, et finalement, ça le restaure encore mieux quand on souhaite le réchauffer. Donc cette vitrification a ouvert la porte à d'autres choses qui n'existaient pas, c'est-à-dire la banque d'ovocytes. Possible de congeler des ovocytes et donc de bénéficier d'ovocytes, soit pour les donner à des femmes qui sont dans la difficulté de produire elles-mêmes, soit de garder ces ovocytes pour soi. Alors, situation que vous connaissez autour de vous, une femme de 36 ans, 37 ans, qui fait sa carrière et qui n'a pas trouvé le prince charmant là tout de suite à l'instant même. C'est comme ça, hein, ça arrive. Ah bon. et donc, voilà, se dit, mais j'ai bien écouté ce que m'ont dit les docteurs, je sais que ma fertilité va baisser et que dans 4-5 ans, je vais avoir très peu de chances de concevoir naturellement. Donc peut-être j'ai intérêt à conserver mes ovules alors que je suis jeune, on va dire encore jeune, bon, en tous les cas avec une fonction, et je les réutiliserai plus tard. Donc cette dissociation possible, en tous les cas, pose un certain nombre de problèmes. C'est pas autorisé actuellement en France, mais ça l'est dans tous les pays limitrophes, en Espagne, en Belgique, etc. Donc ça va venir, évidemment, parce que on voit pas très bien les arguments de qui est peut-être... qu'est-ce qu'il y a de condamnable dans le fait de garder ses propres ovocytes, que de toute façon,
toutes les femmes gardent depuis la naissance, puisque c'est ceux-là qu'elle a depuis la naissance, elle les garde au chaud à 37, là on les garderait au froid. Bon. Donc il faut regarder les choses en face. Et puis on s'est rendu compte aussi dans les années 90-95 que on pouvait connaître des choses sur l'embryon. Pas simplement le regarder, comment il se divise et tout ça, encore qu'aujourd'hui on le filme. On peut le filmer pendant 3 jours, passer ça en séquence accélérée, on a une espèce de développement. Il y en a qui se divisent en 18 heures, d'autres à 24 heures. Et donc on a une espèce de reflet des capacités de l'embryon, je dirais, que sous les yeux. Mais là, on peut prélever une cellule de l'embryon et l'analyser. Qu'est-ce qu'on va analyser? On va analyser de savoir s'il a le nombre de chromosomes normal. Nous sommes tous, en principe, ici, à 46 chromosomes. Donc, lorsqu'il y a une anomalie de chromosomes, il y a des anomalies qui peuvent être sévères, vous le savez, c'est la trisomie 21, mais d'autres aussi que vous connaissez, et qui peuvent être encore d'ailleurs plus graves. Donc, en prélevant une cellule, on peut connaître le statut de l'embryon. Donc, là aussi, arrêtez-vous une seconde, nous sommes en train de faire un peu mieux que le marc de café, c'est-à-dire qu'on sait que cet embryon va développer 20 ans plus tard, 10 ans plus tard, 30 ans plus tard, même 40 ans plus tard, pour certaines maladies à révélation tardive comme la chorée d'Huntington, qui va développer une maladie, alors qu'il n'existe pas. Donc c'est quand même un peu étonnant. Ça donne un peu le vertige. Hein. Qu'est-ce qu'on va connaître d'un embryon qui n'existe pas? Qu'est-ce que l'on peut connaître? Donc là, on recherche bien sûr les données médicales, puisqu'on est dans un cadre médical, et toute cette procréation médicalement assistée, donc c'est médical. Mais on voit bien que très vite, on va avoir des frontières qui sont plus difficiles à saisir. Donc dans le médical génétique, eh bien, il y a effectivement une centaine de maladies génétiques que l'on peut diagnostiquer et éviter qu'elles ne surviennent pour l'enfant qui va naître. Donc, c'est quelque chose, c'est une médecine particulière, c'est une médecine de l'évitement. On va éviter qu'un enfant naisse avec un handicap redoutable. On ne va pas guérir l'enfant qui aurait cet handicap parce qu'on ne sait pas le faire aujourd'hui. Mais on va éviter. Donc au lieu de faire une interruption médicale de grossesse ou d'avoir une naissance d'un enfant qui va souffrir, qui va être dans une situation épouvantable et qui va peut-être mourir de sa maladie ou en tous les cas être dans une situation épouvantable, on va éviter que cela se produise en prélevant une cellule et en l'analysant, en ayant la réponse par les biologistes moléculaires en 24 heures, et donc en disant cet embryon, on peut le transférer, celui-là, on ne peut pas, parce qu'il va développer la maladie, celui-là, il est porteur de la maladie, mais il ne va pas la développer, comme son père ou comme sa mère, donc on peut aussi le transférer. Alors bien sûr, à partir de là, on a dit, oui, mais vous faites de l'eugénisme, vous faites une sélection, je dirais, des individus. Mais le problème n'est pas tout à fait celui-là. Le problème n'est pas tout à fait celui-là parce qu'on répond à une demande précise. Et comme je vous avais entendu, la troisième situation où il y a un embryon qui est porteur de l'anomalie mais qui ne l'exprime pas, comme encore une fois son père ou sa mère, qui est porteur de la maladie mais qui ne l'exprime pas, eh bien, je dirais, ça risque de revenir à la génération suivante. Donc, quelque part, on ne fait pas du tout d'éradication de la situation. Elle peut tout à fait se reproduire, mais on évite qu'un enfant naisse victime de cette maladie, comme on dit avec la loi que nous avions déposée avec Bernard Kouchner, d'une particulière gravité et incurable au moment du diagnostic. C'est les termes exacts de cette loi. Donc, vous voyez un peu toutes ces ouvertures de possibilités de conservation, d'échange, de faire porter, de dissociation de la paternité. Et puis là, on a effectivement d'autres possibilités sociétales. Le choix du sexe. Effectivement, vous pouvez savoir sur un embryon si c'est masculin ou féminin. Alors, est-ce que c'est médical? Parfois oui, parce qu'il y a des maladies génétiques qui sont liées au sexe, et vous avez besoin de savoir quel est le sexe, mais de plus en plus, on est plus précis. Ou bien, c'est simplement un choix. Alors, est-ce qu'on répond au choix ou est-ce qu'on ne répond pas? Jusqu'à là, nous n'avons pas répondu, et personnellement, je ne suis pas pour répondre, parce que je ne vois pas le pourquoi du comment, et que être garçon ou fille, ce n'est pas une maladie ou une tare ou une difficulté.
Mais vous voyez bien qu'à partir de là, on est sur les indications de convenance de recours à la procréation médicalement assistée. Et bien sûr, l'histoire des couples homosexuels rentre en ligne de compte. Est-ce que il faut qu'on réponde à cette demande, qui est une demande de faire appel aux dons de sperme qui sont en banque? Est-ce qu'on a une raison de s'y opposer ou de soutenir? Ça va être le débat actuel. Je pense que on va, je vais balayer un petit peu, puis ensuite on va répondre aux questions, puis avoir un dialogue. C'est comme ça que vous faites, je pense, habituellement. Donc, ce qui est aujourd'hui très intéressant, c'est quand même, ma position a été celle-là, de dire que le débat sur l'ouverture sociétale aux couples homosexuels et aux femmes célibataires doit être posé, effectivement. Mais il faut aussi envisager les conséquences pratiques, puisqu'encore une fois, c'est le recours au don de sperme. Aujourd'hui, un couple hétérosexuel, on va préciser, qui frappe à la porte d'un sécos, c'est-à-dire d'une banque de sperme, va attendre 1 an. Donc, avec l'arrivée de 1500 à 2000 femmes célibataires ou homosexuelles, ça, on va attendre 2 ans. Donc, comment va-t-on répondre à cette question? Parallèlement au don de sperme, nous avons le don d'ovocytes. Comme je vous le disais, il y a à peu près maintenant beaucoup de femmes de 42, 43, 44 ans qui ont recours au don d'ovocytes. Mais comme en France, il n'y a pas de donneuse, parce que les donneuses ne sont pas indemnisées, pas rémunérées, mais même pas indemnisées, et puis il n'y a pas une propagande suffisamment, une information suffisamment claire. Donc il y a très peu de donneuses. Il y a eu 600 tentatives l'année dernière, alors qu'il y a 8000 à 10 000 femmes qui parcourent le monde avec une loi du marché entre la Tchécoslovaquie, l'Ukraine, l'Espagne et d'autres pays. Donc, si on veut résoudre quelque chose, il faut résoudre l'ensemble des problèmes, pas uniquement la demande d'une population particulière, qui est celle des femmes célibataires et homosexuelles, qu'il faut prendre en considération pour réfléchir dessus, mais qu'on ne peut pas dissocier des autres couples et des autres demandes, on va dire peut-être plus médicales, mais qui ne sont pas résolues. Je vais vous parler du diagnostic préimplantatoire, c'est la possibilité de prélever donc une cellule. Eh bien, si vous avez une maladie, risquer de transmettre une maladie comme la mucoviscidose, comme les amyotrophies spinales, comme des maladies graves, eh bien, vous allez attendre à Paris 2 ans avant de pouvoir être pris en charge, parce qu'il n'y a pas de place, et que cette prise en charge va vous donner un taux de succès à 25%. Donc après, il faudra recommencer. Donc, pour éviter cela, je dirais, il faudrait augmenter la possibilité de prise en charge. Je vous ai dit, pour le don d'ovocytes, actuellement, il n'y a pas de donneuse, il n'y a pas de campagnes correctes qui ont été faites. Les femmes vont à l'étranger avec un coût qui n'est pas négligeable. Donc, nous sommes, si vous voulez, l'autoconservation n'est pas autorisée. Donc, nous avons une foultitude de problèmes, les principaux étant là, mais quelque chose de très important. Savez-vous quels sont les résultats de la fécondation in vitro? Je vous dis tout de suite, non, vous ne pouvez pas savoir parce que personne ne le sait. Personne ne le sait parce que la seule chose que l'on sache, c'est une espèce de donnée globale de ce qui se passe en France, qui n'est pas très bon puisque c'est 20%. Alors que normalement, on devrait atteindre des 40% comme certains centres l'ont et comme certains pays l'ont. Pour cela, il faut investir. Investir intellectuellement pour soutenir la recherche, soutenir l'innovation et pouvoir promouvoir des techniques nouvelles. Il faut pouvoir les tester. Or, avec la loi française qui considère que la recherche sur l'embryon est interdite, on ne peut pas avancer. Pour ça que nous, par exemple, quand on a voulu tester la vitrification dont je vous ai parlé tout à l'heure, on n'a pas pu le faire parce que ça a été assimilé à de la recherche sur l'embryon. Donc, il faut intellectuellement soutenir la recherche et l'innovation. Et il faut pratiquement investir aussi financièrement. Vous ne faites pas de la chirurgie cardiaque chez les petits sans avoir le minimum d'environnement anesthésique, réanimation, circulation extracorporelle. C'est pareil, vous ne pouvez pas faire de la fécondation in vitro comme ça sur un coin de table avec une couveuse qui n'a pas les critères nécessaires. Donc il y a un investissement financier en termes de personnel aussi, c'est-à-dire du personnel qui a du temps pour s'occuper de ces petits embryons, bien entendu. Donc il y a toute une reconsidération
de quelque chose qui ne doit plus être vécu comme une transgression, parce que comme il y a toujours cette image, c'est une transgression, vous êtes des apprentis sorciers, je ne sais pas trop ce que vous faites, et donc on va sûrement pas vous donner de l'argent. En plus, on vient de déclarer par la loi que votre recherche n'est pas autorisée. Donc vous êtes un peu dans un no man's land où de temps en temps des coups médiatiques remettent un peu les choses, mais avec un éclairage médiatique, ce qui n'est jamais très satisfaisant. Donc la nécessité, elle est de revoir un peu l'ensemble de l'offre de procréation médicalement assistée. 60 000 tentatives par an en France, enfants qui naissent par an. Ça commence au fil des années à faire quand même une petite population, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissent autour d'eux, chez eux, loin, près, je dirais quelqu'un qui a bénéficié ou qui a cherché à bénéficier, parce que les résultats ne sont pas toujours à la hauteur. Et je disais donc qu'il faut améliorer les résultats. Et donc, en conclusion, première conclusion, je dirais qu'il faut développer l'information sur quels sont les facteurs qui font chuter l'infertilité et l'âge de la femme en étant. Deuxièmement, quelle prévention peut-on faire par rapport à ça une fois qu'on a cette information? Et on pourrait faire un dépistage autour de 33-35 ans de celles qui le souhaitent pour connaître leur potentiel de fécondité, parce que c'est important, parce que les années qui viennent vont être assez fatales et elles vont répéter des tentatives pour rien ensuite. Et puis il y a sur le plan médical de voir les résultats et d'essayer de les améliorer, donc une offre de soins qui soit cohérente avec la demande. Et puis enfin, une recherche universitaire qui doit être de haut niveau, parce que ce que l'on souhaite, c'est comprendre ce mécanisme absolument époustouflant de cette pénétration d'un spermatozoïde à l'intérieur de l'ovule, que l'on voit maintenant, que l'on peut voir, et avec ce phénomène incroyable du phénomène de pont-levis, c'est-à-dire que dès qu'il y a un spermatozoïde qui est rentré, il y a tout se ferme autour, les autres ne peuvent pas rentrer, ils butent contre la muraille. Et donc, qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur? Qu'est-ce qui va faire que ça se développe correctement, que ça donne une malformation, que ça donne ce que vous êtes, ce que nous sommes? Je dirais, c'est assez miraculeux, parce que c'est un équilibre qui peut, une chaîne, absolument pas de l'espoir, mais quand même aussi de l'espoir, une chaîne d'événements jusqu'à la formation du cœur, la formation du cerveau, la formation de ce que nous sommes, qui est assez extraordinaire, mais c'est de l'horlogerie fine, vraiment très très fine, et on n'y comprend pas grand-chose, faut bien le dire. Donc, c'est un champ passionnant qui allie donc la connaissance biologique. Les biologistes sont d'ailleurs véritablement les orfèvres en la matière. Les médecins aident les biologistes à bien travailler. Les couples font des demandes qui parfois sont époustouflantes, puisque, je vous dis, des fois ça dépasse complètement l'indication médicale. Et pourtant, je reviens sur ce que je disais au début, de par le monde, nous avons des souffrances qui sont réelles, qui sont cette volonté de pouvoir avoir un projet parental et de pouvoir accompagner un enfant, je dirais, que l'on pourrait porter. Alors, il y a des variantes. Il y a bien sûr l'adoption, et l'adoption, dans ce on peut rediscuter, l'absence d'enfants, qui n'est pas non plus une obligation, bien entendu, le fait de savoir que toutes ces techniques ne marchent pas à 100%, loin de là, et que c'est pas une garantie. Et enfin, cette histoire donc de la grossesse pour autrui, portée par donc une femme qui n'aurait aucun lien, en tous les cas biologique, et sur lesquels personnellement je suis opposé, parce que je trouve que c'est une forme d'exploitation et d'instrumentalisation de la femme au profit, je dirais, d'un autre couple, mais sans tenir compte de l'objectivation, je dirais, de l'enfant, qui devient un objet de transaction entre ce couple et cette rémunération, car il n'y a pas de grossesse pour autrui sans rémunération, qui est même très élevée. Il faut quand même bien le savoir. Avec aujourd'hui, phénomène intéressant, l'Inde, qui est un véritable marché de la grossesse pour autrui, pour couple homosexuel ou pas, est en train de lever des barrières et d'essayer de réguler cette pratique, tant comme d'habitude, quand le marché est laissé libre sur l'homme, eh bien, il y a de l'exploitation de l'homme par l'homme. Donc, c'est important de diffuser ces idées, de trouver des limites et en même temps d'accompagner le progrès. Voilà, j'espère que je vous ai pas donné le tournis, mais moi, je l'ai un peu quand même. Voilà, merci.